et bienvenue. Je suis Subodh Pandit, docteur en médecine spécialisé en médecine interne. Je suis né et j'ai grandi en Inde, puis je suis venu vivre aux États-Unis. En dehors de ma carrière, je pensais constamment à des choses sur lesquelles les gens débattaient, se disputaient et conversaient, sans parvenir à une réelle conclusion. Je me demandais pourquoi. Donc j'ai commencé à chercher et mon parcours intellectuel s'étend sur des années, voire des décennies. Donc ce que je vais faire, c'est partager un peu de tout ça avec vous et nous allons le faire sur 13 parties et sessions. J'espère que vous resterez avec moi tout le long du chemin. Regardez le sujet dont nous allons discuter aujourd'hui. Dieu, fait ou fiction? Énorme et si controversé. En fait, si vous entrez dans ce sujet, une question vous mènera à une autre et à une autre et à une autre encore. Mais ce que nous allons faire, c'est faire face à ces questions sans fuir et les attaquer frontalement. Bienvenue, amis, dans ce voyage intellectuel. Mon objectif principal est de vous faire réfléchir et penser critiquement, penser par vous-même. Quelles que soient vos idées ou philosophies actuelles, mettez votre chapeau de réflexion et venez chercher avec moi. L'une des principales raisons pour lesquelles ces débats ne parviennent jamais à une conclusion satisfaisante, c'est parce qu'ils ne commencent pas du bon pied. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Les partis et les personnes impliquées dans les débats ne s'assoient pas et ne décident pas ensemble de ce qui constituera la base de leur discussion. En d'autres termes, quels sont les principes qui les guideront? Je les appelle les prémices. Les prémices doivent être établies avant le débat pour que tout le monde joue au même jeu. S'ils ne sont pas fixés, il n'y a pas de base. Alors, nous parlons les uns aux autres sans rapport commun, et peut-être même en jouant à un jeu différent. Donc, notre première tâche est de définir les prémices. Et c'est pourquoi la première session est les prémices. Et ici, nous commençons au point de départ. Quelle est notre position actuelle? Il y a trois possibilités. Numéro 1, l'attitude d'un enquêteur non-croyant, l'attitude d'un enquêteur croyant et l'attitude d'un enquêteur neutre. Notez qu'ils sont tous enquêteurs. En fait, vous et moi avons ces trois attitudes en nous. Et parce qu'elles sont toutes des attitudes d'enquêteurs, nous pouvons passer d'une à l'autre si facilement que nous ne remarquons même pas le changement. Nous pouvons donc venir à table avec une attitude sans même réaliser cette attitude que nous avons en ce moment. Ainsi, nous pouvons donc ne pas être conscients de ce que nous faisons vraiment à ce stade. Mais qu'entendons-nous par ces mots? Voici quelques descriptions. L'attitude incrédule rejette le rapport avant une enquête approfondie. L'attitude crédule accepte, gobe, avant d'avoir fait une quelconque recherche, alors que l'attitude de l'enquêteur initialement n'accepte ni ne rejette quoi que ce soit, mais garde son verdict jusqu'à la fin de l'enquête. Voici une autre définition. L'attitude incrédule se concentre sur les questions et ne tient pas compte de toutes les preuves raisonnables. L'attitude crédule, elle, se concentrera sur les preuves et ignorera toutes les grandes questions, alors que l'attitude interrogative se concentre sur le poids de l'évidence et c'est tout ce qu'il ou qu'elle peut faire. Vous savez, sur cette terre, nous ne pouvons pas vraiment avoir des preuves finales. Ce que nous pouvons avoir, cependant, c'est le poids de la preuve. Maintenant, vous et moi pouvons enquêter avec une attitude crédule ou incrédule et penser que nous sommes justes parce que c'est une enquête. Mais ce n'est pas une vraie enquête. Parce que la plupart d'entre nous, chaque fois que nous approfondissons un sujet, nous voulons chercher des preuves qui soutiendront notre position préexistante, ce qui est appelé le biais de confirmation. Et voici la définition. C'est la tendance à se rappeler, sélectionner ou interpréter des preuves d'une manière qui soutienne nos croyances préexistantes. Maintenant, selon vous, combien de personnes sur Terre sont biaisées?
Tout le monde, vous, moi, tout le monde sur la Terre est biaisé en fait. Donc, si nous sommes tous biaisés, ne dites de personne qu'il est biaisé et ne laissez personne vous dire que vous l'êtes. Le vrai défi est de devenir un enquêteur en questionnement ou un enquêteur neutre. Alors, comment est-ce que nous passons de nos préjugés à vraiment devenir neutres? Eh bien, la première chose est d'aborder et de traiter le biais de confirmation. Et voici comment vous le faites. Quelques points. Numéro 1, nous l'admettons et le reconnaissons. Vous et moi sommes biaisés. Alors, que faisons-nous avec ça? Nous prenons une décision que nous ne laisserons pas cela entrer dans notre débat. Nous le mettrons de côté. En d'autres termes, nous abandonnons nos croyances et incroyances antérieures. Mais en fait, nous ne pouvons pas vraiment abandonner en un instant. Ce que nous voulons dire, c'est que nous ne cherchons pas à entrer dans une défense passionnée de nos propres croyances et nous n'attaquons pas non plus les croyances et les points du camp opposé. Si nous faisons cela, nous éviterons la croyance aveugle ainsi que le rejet aveugle. Et nous pourrons alors nous engager dans une enquête neutre. Alors qu'entendons-nous par une enquête neutre? Voici quelques points. Numéro 1. Un enquêteur neutre fait toujours deux théories opposées, jamais une seule. Pas de pour et contre pour juste un côté. Non, il fait deux théories opposées, puis regarde les deux. Pourquoi voulons-nous cela? C'est pour éviter ce qu'on appelle les conclusions par défaut. Alors qu'entendons-nous par défaut? Laissez-moi vous poser une question. Quand est-ce qu'une bonne décision est une mauvaise décision? Et une mauvaise décision, une bonne décision? Oh, vous vous dites, cela semble contradictoire. Mais vraiment? Attendez. Si vous essayez de répondre, cela pourrait s'avérer être très instructif. Voici pourquoi une bonne décision est une mauvaise décision. Si les options auxquelles vous et moi sommes confrontés sont bons, supérieurs et meilleurs, mais que nous avons juste choisi le bon, nous aurions pu choisir le meilleur, mais nous avons uniquement choisi le bon, c'est une mauvaise décision. D'autre part, de même, si les options devant nous sont mauvais, plus mauvais et pire, alors choisir le mauvais est une bonne décision. En fait, de ces trois, mauvais, plus mauvais et pire, le mauvais est le meilleur. Pourquoi disons-nous cela? Parce que dans les discussions que nous avons dans ces grands sujets qui sont controversés, on ne peut jamais prétendre avoir une bonne décision. On ne peut que prétendre avoir des mauvaises. Et qu'est-ce qu'on entend par mauvaise? On veut dire que tous ces systèmes de croyances et ces sujets ont des brèches, des disparités et même des contradictions. Donc la question est vraiment de savoir lequel prendriez-vous? Alors, ce que nous disons, c'est simplement cela. Juste parce que cela a l'air bien, ne vous y accrochez pas. Et ne rejetez pas les autres, parce que les autres pourraient être meilleurs. Et juste parce que cette théorie a quelques questions et certaines disparités, ne la rejetez pas. Car si vous la rejetez, vous pourriez opter pour quelque chose de pire. En d'autres termes, examinez les deux côtés et regardez les deux. Les deux points suivants. Nous traiterons les deux de manière égale et nous donnons aux deux la même chance de gagner. Alors, nous pouvons être sûrs que nous avons le vrai gagnant. Et si nous voulons vraiment entrer dans le vif du sujet, alors nous devons définir les critères que nous utiliserons pour notre recherche et notre discussion. Alors définissons ces critères dès maintenant. Nous nous appuierons, numéro 1, sur l'information et les preuves, pas seulement les simples opinions. Numéro 2, nous suivrons la logique, le bon sens, pas d'illogisme grossier. Et numéro 3, nous nous efforcerons de raisonner et d'expliquer plutôt que d'énoncer certaines choses qui sont absurdes. Socrate dit ces mots, effectivement cités par Platon. Allez où l'argument mène.
Ne menez pas l'argument où vous voulez qu'il aille. Disons-le encore. Allez où l'argument mène. Maintenant, faire ceci n'est pas si facile parce que faire face et aborder des grandes questions controversées nécessite en fait un courage brut et solide. Parce que vous pourriez y trouver quelque chose qui va à l'encontre de ce que vous croyiez auparavant. Et aussi, vous pourriez y trouver quelque chose qui vous amène à changer tout votre style de vie, votre comportement. De même, si vous choisissez de devenir un enquêteur neutre, le biais de confirmation peut être très difficile à surmonter. Nous avons donc besoin d'aide. D'aide pour créer une atmosphère propice pour être un enquêteur neutre jusqu'au bout. Alors, que devons-nous faire pour créer cette atmosphère? Voici comment nous faisons. Nous avons besoin de 4 facteurs. 4 choses auxquelles nous nous accrocherons qui créeront cette atmosphère. Voici les 4. Numéro 1, humilité. Numéro 2, honnêteté. Numéro 3, calme. Numéro 4, le respect. Qu'entendons-nous par ces mots? Humilité. C'est le facteur cardinal, primordial et le plus essentiel de tous. Si jamais nous devons être fiers et vantards de nos propres connaissances, nous fermons la porte à ce que nous pourrions obtenir par la suite. Donc, nous devons rester humbles, enseignables, avec une attitude d'apprentissage. Nous nous faisons petits devant l'immensité et la grandeur de l'univers et toutes les informations qu'il contient. Voyez à quel point nous en savons peu. Cela devrait nous rendre humbles. Aussi, quand il y a quelqu'un d'autre à côté de nous qui a beaucoup de connaissances et qui est évidemment disposé à nous enseigner humblement, nous apprenons de cet individu. L'humilité est numéro 1. Honnêteté. Voici la définition. La volonté de donner du crédit à un point ou à un argument, peu importe qui l'apporte sur la table, et même si ce crédit a la possibilité de détruire ma propre position ou point de vue précédent. Avez-vous remarqué que j'ai mis mon propre nom là-dessus, sur votre pandit? C'est parce que c'est la définition que j'ai donnée. C'est le principe que j'ai suivi quand je faisais mes recherches. En d'autres termes, donnez du crédit là où il est dû et retenez-le quand il n'est pas dû. Vous savez comment je l'ai appelé? Je l'appelle le facteur wow. Vous devez dire wow quand une information est vraiment impressionnante et qu'elle vous étonne. Ne commencez pas à vous dire « Oui, mais si je dis wow, alors il pourrait obtenir du crédit et pas moi. » Non, ce ne serait pas faire preuve de vraie honnêteté. Dites « wow ». Souhaitez-vous vraiment dire « wow » ? Êtes-vous prêt à faire cela, à donner du crédit? Vérifions. Faisons quelque chose pour voir si nous pouvons répondre de cette façon. Savez-vous que pi, 22 sur 7, est un nombre irrégulier? Si vous avez vraiment fait ce calcul, 22 divisé par 7, cela donnerait 3,142, et ainsi de suite, d'une manière hasardeuse et arbitraire. Il n'y a pas de modèle pour ces nombres. Alors, ce que les psychologues ont dit, utilisons cette série comme un test de mémoire pour savoir combien de chiffres une personne peut-elle mémoriser et réciter. Savez-vous quel est le record du monde? La plupart des gens ne regardent pas cela, donc vous ne le savez peut-être pas, mais laissez-moi vous le dire. Mais pourquoi ne pas essayer de deviner d'abord? Quel pourrait être le record du monde? Il y a quelques années, il était détenu par un Indien, puis un Japonais, et puis je crois que le dernier, il est revenu à un Indien. Donc le dernier record que je connaisse, pi a été récité 70 000 chiffres après la virgule avant que la première erreur ne soit commise. Avez-vous dit waouh à cela? Avez-vous donné le crédit? Si vous l'avez fait, alors nous sommes sur la même longueur d'onde. Ainsi, nous sommes prêts à donner du crédit là où le crédit est dû. Que diriez-vous du calme? Vous savez, la colère et la rage combattent votre propre pensée logique et votre bon jugement, pas ceux de votre adversaire.
Donc, quand vous êtes en colère, ce que vous dites n'est pas exactement ce que vous voulez dire ou ce que vous voulez penser. Maintenant, parfois, ce que je vais dire durant les 13 prochaines présentations, parfois, je vais dire des choses qui pourront vous sembler choquantes. Ne vous fâchez pas. Ne vous mettez pas en colère. Voici ce que vous allez faire. Simplement vous dire, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc la façon dont je vais aborder cela, c'est de trouver un bon argument contre cela, afin que mon argument contre son argument, eh bien, vraiment, c'est bienvenu. Alors ne vous fâchez pas. Et comment obtenez-vous ce très bon argument pour renverser le mien? C'est en restant calme. Le calme, qui est le résultat de l'humilité et de l'honnêteté, vous donnera la meilleure opportunité de faire valoir ces arguments pour former un camp fort qui gagnera peut-être contre l'autre camp. Qu'en est-il du respect? Le respect n'est pas l'accord, ni l'admiration. Nous l'utilisons souvent comme synonyme pour cela, mais vraiment le respect, c'est seulement donner aux autres le droit de faire leur propre enquête, leur propre décision finale, sans que nous les méprisions et même les appelions par des noms d'oiseaux. Non, défendons leur dignité à tout moment. Et nous attendons d'eux qu'ils défendent notre dignité au nom du respect mutuel. Donc, nous devons créer une atmosphère avec ces 4: humilité, honnêteté, calme, respect. Maintenant, avec ceci, nous allons arriver à la grande question. Je l'appelle la grande division. A. L'athéisme dit que Dieu n'existe pas et est une fiction. B. Le côté croyant dit que Dieu existe et est un fait. Maintenant, avant de plonger dans cela, il y a une question que certaines personnes peuvent se poser. Et la question est, est-ce que nous avons besoin de Dieu et de son existence? Pourquoi ne pas laisser la question complètement de côté? Quelle différence cela fait-il? Quelle différence cela fait-il? Savez-vous que la réponse à cela peut être double? Numéro 1, cela ne fait aucune différence. Et numéro 2, cela fait une énorme différence. Ces deux réponses dépendent d'un grand « si ». Voici le premier « si ». Si notre vie humaine, disons 100 ans, est la somme totale de notre existence, ce qui se trouve au-delà est le néant absolu, l'oubli total, alors personne n'a besoin de Dieu. Savez-vous que les deux côtés sont d'accord avec cela? C'est tout simplement du bon sens. Donc je vais lire maintenant 2 déclarations de chacun des côtés. Voici Quentin Smith, un athée confirmé. Regardez ses paroles. Il a écrit ceci dans le livre Théisme, athéisme et la cosmologie du Big Bang. La seule croyance raisonnable est que nous sommes venus de rien, par rien et pour rien. De l'autre côté, le roi Salomon, un croyant, qui a écrit dans un livre religieux ces mots. « Ce qui arrive aux fous m'arrivera aussi. Le sort des humains et le sort des animaux est le même. Alors que l'un meurt, l'autre meurt également. » Écoute, personne n'a besoin de Dieu pour vivre ou mourir comme un roi ou un insensé. Personne n'a besoin de Dieu pour vivre ou mourir comme un animal ou un humain. L'autre si. Si le domaine du surnaturel est réel et Dieu existe vraiment, alors une utopie d'une certaine sorte appelée un ciel, le paradis ou le nirvana pourrait être une théorie raisonnable. Et si c'est le but réel de nos vies et non ce que Quentin Smith a dit, alors vous et moi devrons nous mettre d'accord sur au moins 2 choses. Numéro 1, nous, en tant qu'humains, sommes intrinsèquement, totalement incapables d'y arriver. Numéro 2, nous avons besoin de Dieu dans cette vie pour nous montrer le chemin pour arriver là-bas.
et aussi pour subvenir à nos besoins lorsque nous y arriverons. Nous ne pouvons rien emporter d'ici à là-bas. Donc nous avons besoin de Dieu pour cela. Alors, finalement, avons-nous besoin de Dieu? Non. Si le domaine du surnaturel est faux et fictif, et oui, absolument oui. Si ce domaine existe et y parvenir est notre objectif, alors maintenant la question pertinente, est-ce que le domaine du surnaturel est factuel et vrai? Est-ce que Dieu existe vraiment? Entrer là-dedans, c'est un défi. Nous ne devrions pas seulement être justes et équilibrés dans notre évaluation, mais nous devrions tenter délibérément de montrer que nous sommes impartiaux et équitables. Nous devrions donner aux deux parties la même chance de gagner, leur donner tous les avantages. Et si nous sommes honnêtes, nous ne retirerons tout le crédit qui n'est pas censé être donné. Et quand nous le ferons équitablement, vous et moi serons sûrs que le vrai gagnant a gagné. Et alors nous pourrons prouver ce que nous venons de trouver. L'un des moyens est de mettre en œuvre le processus PAN. Maintenant, je suis sûr que vous n'avez jamais entendu parler de ce processus PAN, alors laissez-moi vous dire ce que cela signifie et qu'est-ce qu'il dit. Voici le processus PAN. C'est une méthode d'enquête qui examine les deux options de manière égale. Qu'entendons-nous par cela? Que signifie le mot PAN? Numéro 1, cela signifie traverser. Donc, comme nous l'avons dit plus tôt, ne restez pas d'un seul côté, passez de l'autre côté. Comme la compagnie pan-américaine, elle traverse l'Amérique. Nous ne restons pas à un endroit. Numéro 2, pan signifie aussi passer au crible. Ils ont tamisé pour trouver l'or dans les années 1840, pendant la ruée vers l'or. Ils prenaient une casserole, la plongeaient dans l'eau et en retiraient quelques roches et espéraient avoir quelques pépites. Et la force de l'eau enlèverait les roches les plus légères et garderait les pépites les plus lourdes dans la casserole. Tamiser, passer au crible, choisir le précieux, lâcher le médiocre. PAN se trouve également être les 3 premières lettres de mon nom de famille. Maintenant, vous savez d'où vient ce mot processus PAN. Je l'ai formulé afin que je puisse l'utiliser dans ma recherche, afin de montrer à moi-même que j'allais être juste envers les deux sujets, les deux théories et les deux revendications. Alors, à quoi cela ressemble-t-il? Voici à quoi cela ressemble. Le processus PAN nécessite 4 colonnes d'arguments. Une en faveur, une seconde en défaveur, pour chaque côté. Dieu existe, Dieu n'existe pas. Pour et contre, 2 colonnes, et de l'autre côté, pour et contre, encore une fois, 2 colonnes. Au final, 4 colonnes. Par exemple, colonne 1 seraient les arguments en faveur de A, athéisme. Colonne 2, arguments en défaveur des croyants contre B. Colonne 3, arguments en faveur de B pour les croyants. Et colonne 4, arguments en défaveur de A contre les athées. Donc, quand vous faites cela, je crois que vous et moi pouvons regarder cela et nous pouvons convenir que c'est vraiment un processus très juste. Nous examinons les deux côtés. Et quand nous faisons cela, nous ne devrions pas essayer de pousser l'un vers le bas, ni essayer de tirer l'autre vers le haut. Simplement laisser les arguments parler pour eux-mêmes. C'est ce que nous ferons. Nous ferons le processus PAN. Alors maintenant, qu'avons-nous dit jusqu'à présent? Les prémices doivent être définies. Si nous ne définissons pas les prémices, alors nos paroles seront jetées en l'air et nous ne serons à des longueurs d'onde différentes. Donc nous définissons les prémices et voici à quoi nous avons dit que les prémices devaient ressembler. Nous évaluons d'abord notre attitude actuelle. Suis-je un enquêteur incrédule, un enquêteur crédule ou un enquêteur neutre? Puis nous reconnaissons
et nous mettons de côté le biais de confirmation, nos préjugés, et choisissons de rester un enquêteur neutre, un enquêteur qui s'interroge, pas un enquêteur croyant, pas un enquêteur incroyant. Et nous appliquons les traits ou les caractéristiques d'un enquêteur neutre. Et quels sont-ils? Nous recherchons toujours au moins deux options, deux théories. Et nous recherchons les pour et les contre de ceci et les pour et les contre de cela, ce qui signifie que nous donnons aux deux la même chance de gagner. Et si nous voulons vraiment bien faire cela, nous devons définir les critères. Et nous avons défini les critères, vous et moi l'avons fait. Nous allons chercher des preuves, la raison, la logique. Ce sont les trois qui définiront les critères. Et une fois que nous avons défini les critères, ensuite nous allons créer une atmosphère qui nous aidera à rester dans le mode interrogateur à tout moment. Il est composé de l'humilité, numéro 2, l'honnêteté, numéro 3, le calme, et numéro 4, le respect. Avec cela, nous démontrerons que nous le ferons de manière équitable en mettant en œuvre le processus SPAN, qui examine les deux options de la même manière. Vous savez quoi? Nous allons faire le processus SPAN dans la section suivante. Et donc, revenez, car le segment suivant parlera du processus SPAN. Si vous avez apprécié cette présentation avec Dr. Subodh Pandit et vous souhaitez regarder plus de cette série unique de 13 parties gratuitement en ligne, visitez le site web godfactorfiction.com. C'est godfactorfiction.com. Si vous souhaitez commander cette série fascinante sur DVD, elle est maintenant disponible chez White Horse Media. Pour commander de l'intérieur des États-Unis, appelez Dr. Subodh a écrit 2 livres révélateurs intitulés « Venez et cherchez avec moi, Dieu existe-t-il vraiment ?» et « Venez chercher avec moi, le poids de l'évidence », qui explore davantage les sujets de l'évolution du théisme, de l'athéisme et de la religion. Pour commander ces livres aux États-Unis, appelez Si vous habitez en dehors des États-Unis, vous pouvez également les commander facilement sur Amazon.com.